Je suis Sabrina Spay, je suis la directrice des études du département. Je suis professeure à l'école normale. Et donc, je vous parle de l'océan parce que je suis océanographe et mes recherches visent à comprendre les rôles de l'océan dans les climats et aujourd'hui dans les changements climatiques. Et donc, je suis sûre que vous connaissez beaucoup de choses, mais comme je ne suis pas tout à fait au courant des vraiment les programmes et de votre passé, qui peut être un peu différent entre vous, je vais un peu rappeler certaines choses par rapport à l'océan. Et ensuite, on va parler du changement climatique et du rôle de l'océan dans ces changements climatiques. Et c'est que aussi sont encore nos questions ouvertes en recherche. Donc, je commence avec, pour citer, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de cet océan dans notre système climatique, même si celui-ci n'était pas en train de changer. Donc, ici, je vous présente notre système climatique à partir de cette image prise de l'espace de notre Terre. Et comme vous le voyez, donc, nous avons du continent. Nous avons de la biosphère, on ne la voit pas trop avec cette lumière, mais il y a les verts sur les continents et il y a aussi un peu de couleurs autres que les bleus dans les océans, essentiellement près du continent. Après, ici, ce que vous voyez de l'atmosphère sont les nuages. Et ensuite, vous avez une grosse tache bleue, et ça, c'est notre océan. L'océan, donc, il est un élément majeur de notre système climatique, déjà, parce qu'il couvre les 2/3 de notre Terre. Après, à l'intérieur du système climatique, et on les regarde par rapport à l'échange d'énergie, donc, les systèmes climatiques, si on oublie d'autres sources d'énergie qui sont quand même plus petites, donc il est animé par la petite quantité des rayonnements solaires qui est capturée par notre système, donc un rayonnement solaire qui arrive au sommet de notre atmosphère, qui la traverse de manière presque intégrale, parce que les rayonnements solaires étant en ondes courtes, donc et uniquement la partie onde longue est absorbée pendant ces trajets. Et naturellement, il faut enlever tout ce qui a été réfléchi sans transformation de ces rayonnements électromagnétiques. Et donc, un peu plus que la moitié arrive jusqu'à la surface de notre planète. Et là, il est transformé en rayonnement infrarouge, donc en chaleur. Et les majeurs transformateurs de cette énergie est, déjà parce qu'il couvre les 2/3 de notre planète, l'océan. Et donc l'océan, c'est notre transformateur d'énergie qui renvoie vers l'atmosphère cet rayonnement infrarouge. Et là, l'atmosphère n'est plus transparente à cet rayonnement infrarouge à cause des gaz à effet de serre. Le premier, c'est la vapeur d'eau qui compte pour essentiellement 0,5% au maximum en termes des pourcentages de la composition de l'atmosphère, et les gaz à effet de serre autres comme les CO2, les CH4, etc. Donc, l'atmosphère dans notre système climatique, c'est à travers elle qu'on sent des variations des temps, donc les régimes des temps, qu'on sent si on était plus chaude ou on était plus froide, ou plus pluvieuse, et c'est par elle qu'arrivent des événements qu'on appelle extrêmes, comme les événements cévenols dans le sud de la France, ou sinon les tempêtes atlantiques. Mais donc, cette atmosphère, c'est un gaz essentiellement, et c'est la plus volatile du système climatique. Donc, il y a essentiellement des mouvements très énergétiques. On peut avoir dans des cyclones des vents qui dépassent largement les 100 km à l'heure dans la haute troposphère. Donc, on a aussi des vents qui atteignent les 300 km par heure. Mais donc cette fine couche, parce qu'au fond, la masse est contenue essentiellement dans les premiers 10 km d'atmosphère, et donc est contenue sur un maximum 18 km, qui est son hauteur la plus haute, qui est au niveau des tropiques, et c'est 1 sur 400 fois les rayons de la Terre.
Donc c'est une fine couche, toute fine, gazeuse, qui enveloppe notre Terre. Et la chose qui au niveau énergétique est très importante, c'est qu'elle n'a pas beaucoup de capacité thermique. Donc elle n'est pas capable de retenir cette chaleur qu'elle reçoit de l'océan. Et elle en transporte un peu, mais elle n'est pas capable de la retenir parce qu'elle n'a pas beaucoup de capacité thermique, comme d'ailleurs les sols. Les sols, si vous êtes dans les déserts, vous avez un sol qui est brûlant les jours, mais très froid la nuit, parce que les sols aussi n'ont pas une grande capacité thermique, donc ça refroidit et ça réchauffe rapidement. Et donc, on a déjà parlé des régimes des temps, et on va contreposer à l'atmosphère, qui est le milieu dans notre système climatique par lequel vous sentez ce qui est donc les régimes des temps, mais aussi les changements climatiques. On va parler maintenant de l'océan. Et l'océan, donc, autre que couvrir la grosse majorité de notre planète, c'est un océan qui est constitué d'eau, et donc, c'est cette constitution en eau qui a un rôle fondamental parce que ça lui donne toute sa spécificité. Tout d'abord, la masse. L'océan, il est très dense par rapport à l'atmosphère. Et donc, aussi, sa capacité thermique, du fait qu'il est constitué par les molécules d'eau. Et cette capacité thermique et sa masse font aussi que la capacité chaleur de l'atmosphère, toute la capacité chaleur de l'atmosphère est contenue en 3,5 mètres d'océan. Et donc, cette capacité thermique de l'océan fait aussi qu'il régule déjà notre climat, même si ce climat ne changeait pas d'une année sur l'autre. Donc, notamment, tout le monde sait que, par exemple, sur la côte bretonne, sur la côte atlantique, les différences en saison entre l'hiver et l'été sont moindres par rapport à Paris ou l'Allemagne, où on est plus loin de l'océan et on est plus loin de cette régulation thermique de l'air donnée par cet océan, par la présence de cet océan. Donc l'océan, la température, les variations des températures de l'océan en saison sont très petites, par rapport à des variations des températures sur les continents qui sont très importantes, toujours du fait de cette capacité thermique. Alors, l'océan est bien mélangé, en général, sur en moyenne 20 mètres. C'est-à-dire, si vous allez mesurer la température et la salinité dans l'océan, sur les 20 mètres, premiers 20 mètres d'eau, vous trouverez toujours la même valeur. Et ensuite, vous trouvez d'autres valeurs plus en profondeur, en général, par exemple, en température plus froide. Donc 20 mètres en été et 100 mètres en hiver, et ça c'est en fonction du fait que l'océan est refroidi, quand il fait froid, quand il y a une tempête, il perd de la chaleur plus efficacement que sans tempête et sans vent. Et aussi par les mélanges mécaniques, donc les vents passent sur l'océan et ils lui donnent de la quantité de mouvements, ils les mélangent. Et donc ça, c'est aussi de l'énergie. Donc un mélange de 80 mètres d'épaisseur d'océan retarderait ce qui est la réponse climatique actuelle de 6 ans. Et on verra cet élément-là plus tard dans la partie changement climatique. Après, l'océan, il est comme l'atmosphère, c'est un fluide, et donc il bouge. Donc dans l'atmosphère, nous avons les vents, dans l'océan, nous avons des courants. Des courants qu'au fond, nous connaissons un petit peu, mais pas très bien, et on reverra sur ça, mais on connaît des courants comme les Gulf Stream, pas très bien, mais on les connaît. Et ces courants, comme les Gulf Stream, il y en a plusieurs, ils amènent de la chaleur d'un endroit proche des tropiques vers des régions très lointaines. Donc, pour résumer un peu sur la capacité thermique de l'eau, ici, c'est une comparaison en prenant la capacité thermique massique de l'eau liquide, qui est exprimée ici en joules par kilogramme et degrés Kelvin. Elle est énorme par rapport à l'air et par rapport à d'autres éléments qu'on peut trouver sur la Terre. Et donc, si on calcule tous les contenus d'énergie
dans l'atmosphère et dans l'océan, voilà la différence. Ici, on a la capacité d'énergie, le contenu énergie de l'atmosphère, c'est 5 fois 10 à la 21 joules par degré Kelvin. Et ici, c'est celle de l'océan, qui est 3 ordres de grandeur plus importante. Donc l'océan contient beaucoup d'énergie. Donc, quand notre système climatique changeait pour des raisons naturelles, bon, on supposait qu'il était stable pour un certain nombre d'années. Et quand on est à l'équilibre, donc dans un régime climatique stable, toute l'énergie qui rentre, donc l'énergie solaire qui arrive jusqu'à la surface de notre planète, elle est transformée ensuite. Et donc on calcule au sommet de l'atmosphère tout ce qui rentre et ce qui sort entre réellement ondes courtes, donc dans la bande solaire, ou rayonnement infrarouge. Ces bilans devraient être égal 0. Et donc on va voir qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas, mais avant de regarder cela, on s'intéresse à la façon qu'a l'océan donc de participer dans cette bilan énergétique de la Terre. Donc je vous avais dit, il y a du rayonnement solaire qui rentre, arrive à la surface de notre planète et il est transformé en rayonnement infrarouge. Mais l'océan, au fond, il réchauffe l'atmosphère, donc il transforme cette énergie essentiellement avec des échanges en chaleur latente, plus qu'infrarouge. Donc la chaleur latente, c'est ce qui est accompagné du fait que l'océan est le plus grand récipient d'eau sur la Terre et il contient 99% d'eau sur la Terre. Et donc c'est les récipients où l'eau évapore pour passer dans l'atmosphère et ensuite précipiter ou dans l'océan essentiellement, mais aussi ailleurs. Et avec ces échanges d'eau, vapeur d'eau, l'océan passe de son énergie à l'atmosphère. Donc ces échanges en chaleur latente sont ceux qui sont les plus intenses dans ces bilans radiatifs terrestres. Donc c'est la façon la plus importante de l'océan de passer de l'énergie à l'atmosphère. Donc ici, je vous donne la carte du flux radiatif net au sommet de l'atmosphère. Donc tout ce qui rentre par rapport à tout ce qui sort. Donc ici, on voit c'est légèrement plus jaune. Donc le bilan est proche des zéros. Les zéros, c'est jaune. Mais il y a quand même spatialement plus de chaleur qui arrive au niveau de celle qui sort au niveau des tropiques et elle est plutôt négative dans les régions polaires. Et ici, c'est uniquement la partie bilan net des ondes courtes et on voit donc du rayonnement dans les visibles et on voit là où ce rayonnement essentiellement est réfléchi, c'est l'effet albédo. Donc il est réfléchi au sommet des nuages, on voit la ligne des nuages tropicales sur les déserts et il est réfléchi aussi au niveau de la glace qui existe. Mais donc si vous savez très bien que si on calcule cet bilan, j'ai perdu les rouges, les bilans d'énergie nette à la surface de la Terre, on les calcule en fonction uniquement de la latitude, donc on fait des moyennes zonales. Mais ces bilans, donc, il est en excès dans les tropiques et en déficit dans les régions à plus haute latitude. Et donc, c'est cette surplus d'énergie et ces déficits qui mettent en mouvement l'atmosphère et ensuite l'océan. Donc, c'est l'océan essentiellement qui transforme cette énergie qui arrive jusqu'à la planète, à la surface de la planète, la redonne à l'atmosphère qui se réchauffe et par convection. Donc, elle amène cette énergie en hauteur. On a ainsi des hautes pressions au niveau de la haute troposphère qui voit des basses pressions au niveau des pôles. Et donc, c'est là, initie la cellule de Hadley, qui est la première des cellules de circulation atmosphérique. La cellule de Hadley se met en mouvement et avec la cellule de Hadley, il y a donc des alizés qui se forment pour ramener de l'air
au niveau tropical, donc les alizés qui ramènent des masses d'air dans les régions tropicales et qui, elles, mettent en mouvement l'océan. Donc, si on prend d'abord la réponse par rapport à ces rayonnements nets, donc cet excès d'énergie tropicale et ces déficits à haute latitude, on voit ce qui correspond en termes des températures à la surface de la Terre. Ça, c'est partout, et ça, c'est uniquement la température à la surface de l'océan. Et donc, déjà, vous voyez que les températures extrêmes sont essentiellement sur les continents. Dans l'océan, vous ne trouverez jamais des températures qui vont au-delà des 30 et quelques degrés, comme ici, dans toutes les régions proches des tropiques. Et donc, on voit quand même que la température dans les régions tropicales elle est plus importante, avec quelques déviations, donc des asymétries, par exemple, est-ouest. Et ces asymétries sont dues à la circulation océanique dans l'océan. Donc ici, on voit notamment l'effet qu'on a un Gulf Stream qui amène des eaux chaudes vers le nord, et de l'autre côté de l'océan, on a plutôt des eaux froides, aux plus froides, qui ne correspondent pas du tout en termes de température à ce qu'on trouve près du continent américain. Donc on va revenir sur ça. Mais tous les deux milieux fluides participent à ces transports des chaleurs qui cherchent de ramener de la chaleur des tropiques vers les régions à haute latitude, de manière qu'on ne se retrouve pas au niveau polaire avec des températures proches du zéro absolu et au niveau tropical avec des températures très très importantes. Donc c'est ces deux fluides qui ensemble, main dans la main, équilibrent notre planète et permettent à cette planète d'être vivable presque dans toutes les régions du monde. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc on va chercher de visualiser un peu les transports de l'océan, mais voilà ce qu'ils font les courants marins et les vents pour chercher de ramener cette surplus de chaleur vers les moyennes et hautes latitudes. Donc ici, je vous montre une visualisation que vous pouvez télécharger. Attendez, je vous la mets en mouvement. Donc c'est la température des surfaces observées par satellite. Donc où c'est rouge, c'est chaud, où c'est bleu, c'est plus froid. Et ensemble avec les vitesses de l'océan mesurées par un autre satellite. Et donc ce que vous pouvez voir ici, c'est par exemple un régime d'ondes équatoriales qui amène de l'eau de la partie est du bassin vers la partie ouest. Et donc ça, par exemple, explique pourquoi dans la partie ouest du bassin tropical du Pacifique, on a des températures bien plus hautes que dans la partie est, parce que l'océan est contenu dans des récipients, et donc ces mouvements d'est en ouest accumulent de l'eau près du continent de l'Océanie, donc du continent maritime, qu'on appelle aussi, parce que c'est là, dans les océans ouverts, qu'on a les plus fortes températures, la piscine d'eau chaude. Et ici, on a des eaux bien plus froides. C'est parce que cette poussée d'eau des vents, donc, qui est mise en mouvement par les vents, et donc et l'océan la suit, accumule de l'eau chaude vers la partie ouest. Ici, on peut voir les Gulf Stream. Donc les Gulf Stream, ce n'est pas un courant très large, mais c'est un courant qui n'est pas très large. Il fait 50 km de largeur et s'écoule sous à peu près 1500 mètres de profondeur. Mais aussi, il est plein, et avec cette satellite, on ne peut pas tout voir. On voit juste les structures les plus grosses, mais il est constitué de plein de tourbillons. Donc les tourbillons sont des vortex, je crois qu'on dit en français, donc des structures comme les cyclones, par exemple, atmosphériques ou les anticyclones, qui tournent donc en sens horaire, en sens anti-horaire. Et donc l'océan, de cette image qui sont que des observations, vous pouvez voir, c'est un océan qui est turbulent, il est très turbulent.
Et donc ça, c'est une vision qu'on a acquis ces dernières 10 années, parce qu'avant cette vision par l'observation, donc on sortait en bateau, on avait une mesure par ici, une mesure par là, et quand on liait par des contours, des mesures faites à des moments différents, on avait quelque chose de beaucoup plus lisse. Et les modèles numériques, pour arriver à simuler un océan global à une résolution telle qui pouvait nous donner des tourbillons, ils commencent depuis aussi une dizaine d'années à pouvoir les faire pour des questions de coûts de calcul, donc des puissances des machines de calcul. Mais avant, c'était pas possible. Donc on se retrouve avec un milieu océanique qui n'est pas un fleuve tranquille, mais qui est turbulent. Mais aussi, on a une vision encore partielle parce que les satellites, comme je vous le dirai après, ils ont juste une vision un peu myope encore de cette réalité. Donc, mais rappelez-vous que c'est un milieu turbulent et ceci aura des implications sur notre connaissance de ces milieux. Et pourquoi on veut les connaître? Mais parce que tout simplement, on a besoin de prévoir déjà les temps. Les temps, comme vous savez, les tempêtes ou les événements cévenols sont des phénomènes qui prennent naissance, ou même les cyclones, dans les océans. Et donc, c'est l'interaction de l'océan avec l'atmosphère qui donne lieu à ces phénomènes assez importants au niveau d'intensité. Et donc, c'est pour mieux les prévoir, les simulations de prévisions météorologiques devront coupler un océan. Et aussi, pour mieux prévoir les changements climatiques, les comprendre, les mieux prévoir, on a besoin de comprendre l'océan. Donc, voilà, avec un océan turbulent, une atmosphère qui l'est aussi, on cherche l'océan et l'atmosphère. Donc ça, c'est les transports tels qu'il a pu être calculés à partir d'observations qui sont éparses. Donc ici, c'est une vision en moyenne zonale et en latitude du bilan énergétique avec les surplus d'énergie solaire qui rentrent dans les régions tropicales et les déficits à plus haute latitude. Et ici, donc, la courbe noire, c'est les transports total océan-atmosphère vers les pôles. Donc, il est positif dans l'hémisphère nord parce que les latitudes sont positives, et il est négatif parce qu'il va vers le sud dans l'hémisphère sud, l'équateur, il est ici. Et les deux composantes des transports qu'on a pu estimer pour l'instant, donc ils sont encore étanchés d'erreurs. Les erreurs sont ces courbes en traits discontinus, donc faites par l'atmosphère en rouge et l'océan. Donc tous les deux contribuent à ces transports d'énergie des régions tropicales vers les régions à plus haute latitude. Ici, je vous montre les résultats d'une simulation globale, mais ici c'est l'Atlantique Nord. Donc ça montre les vitesses avec la température, donc ce n'est plus des observations mais une simulation. Donc du Gulf Stream, pour vous montrer mieux qu'est-ce que ça signifie turbulent pour nous. Donc vous ne voyez pas un courant qui passe donc des États-Unis vers l'Europe et une partie qui monte tout doucement vers l'Arctique, qui est la dérive nord-atlantique. On a quelque chose vraiment qui semble une soupe à spaghetti très compliquée. Et voilà cet océan qui déjà, donc c'est la vision qu'on a à la surface et on connaît très peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on doit chercher de comprendre et voir comment il interagit avec notre atmosphère et les systèmes climatiques, inclus la biosphère. Tous les écosystèmes marins sont fortement conditionnés par la dynamique océanique. Donc, maintenant, on va chercher d'aller, on peut voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'océan. Donc, à l'intérieur de l'océan, je vais parler ensuite des observations, mais depuis des années, on est capable de les modéliser. Et donc, il y a l'autre composante, celle qu'on connaît un peu moins bien, des
des circulations, des courants dans l'océan global, qui est cette composante que vous connaissez peut-être avec les noms des circulations thermo-alides, et qui aujourd'hui on appelle plutôt circulation globale de l'océan, parce que c'est vrai qu'à l'origine de cette circulation, il y a les échanges entre l'océan et l'atmosphère, donc sa perte des chaleurs, donc les refroidissements des eaux polaires dans l'Atlantique Nord, mais aussi dans l'océan austral. Mais pour la faire si qu'elle soit globale et qu'il y ait une transformation de ces eaux profondes qui ensuite reviendront à la surface un jour en eau parce qu'ils se réchauffent, ça fait intervenir d'autres phénomènes, dont beaucoup de phénomènes à très petite échelle qu'on n'est pas vraiment capable encore de bien observer. Et donc, on l'appelle aujourd'hui circulation océanique globale. Donc, on a cherché de la construire parce qu'on avait que des schémas, des hypothèses. Et pour la construire, la chose la plus facile, c'est chercher d'utiliser les modèles globaux. Donc là, je vais vous montrer ce qu'on a pu faire en injectant des particules dans un océan global, dans un modèle. Et on a injecté une particule ici pour vous montrer la trajectoire au niveau des trous flots indonésiens. Et on verra comment est le parcours de cette particule. La couleur, c'est sa profondeur. Donc, c'est rose, c'est en surface. Si plus la couleur devient dans la palette froide, plus elle va en profondeur. Donc, quand elle sera bleue, elle sera autour de 4000 mètres. Bleu foncé, c'est plus profond. Et ici, vous avez les temps qui passent. Donc, les temps qu'elle met à faire les parcours jusqu'à quand elle sera arrêtée. Donc, je fais partir l'animation, si elle fonctionne. Donc, elle va vite, mais en effet, le temps, il est très lent. Ici, on est à déjà 250 ans. Donc, elle est partie, elle est à la surface, elle sent l'influence du vent. Donc, par exemple, ici, elle fait un tour dans la partie nord du bassin indien. Après, elle prend les courants des aiguilles, elle part dans l'océan Atlantique, elle fait quelquefois les tours du système du Gulf Stream, donc la gyre sous-tropicale, avant de partir avec la dérive nord-atlantique dans la mer Arctique. Là, elle perd de la flottabilité, donc elle se refroidit, elle plonge, donc la couleur de sa trajectoire est jaune. Elle passe par la mer des Labrador, là encore, elle plonge à nouveau. Elle se retrouve entre 3 et 4000 mètres, et ensuite, elle est prise par les courants circumpolaires antarctiques. Et là, après 2-3 tours, elle remonte en surface, elle est injectée dans l'océan Pacifique pour ensuite revenir dans l'océan Indien. Donc, elle a mis un demi-millénaire. Mais cette circulation qu'on cherche de voir par les modèles, parce qu'on n'a pas le temps de la voir avec des flotteurs vrais, elle est très importante pour notre changement climatique et pour les climats tout court, ainsi que pour la chimie des océans. Je pense qu'avec Laurent Bopp, vous avez vu les questions liées à où l'océan absorbe du CO2, et c'est essentiellement la pompe physique, elle est liée à ces phénomènes. Donc pour l'instant, la pompe physique fait si que le carbone, qui est essentiellement absorbé aux hautes latitudes, grâce à ces plongées d'eau dans les régions polaires, elle restera là pour quelques centaines d'années, voire quelques milliers d'années. Donc, juste pour refaire les points avec l'océan et l'atmosphère, donc on a deux fluides. Si on se base, donc ça c'est un profil des températures dans la troposphère. Les profils des températures, donc c'est refroidi avec l'altitude, il est plus chaud en bas parce qu'il est réchauffé par notre planète, donc essentiellement par notre océan. Et ici, la stratification en température donc de l'océan. L'océan, il est chaud. On a vu la température de l'océan, beaucoup moins chaud qu'une journée sur les continents dans les régions tropicales, parce que sa température dépasse difficilement les 28 degrés Celsius, mais il est chaud que sur une fine couche de l'océan. D'accord ? Ici, on voit en section
méridienne en Atlantique de la température. Et on voit que l'eau chaude, vraiment très chaude, elle est là dans les premiers 100 mètres d'océan. Et ensuite, au niveau des régions tropicales, les gyres sous-tropicaux, il y a un phénomène physique qui accumule de l'eau chaude, je parle des 10 degrés Celsius, jusqu'à presque 1000 mètres de profondeur. Et ensuite, l'océan, il est très froid. Donc la majeure partie de l'océan, il est autour des 4 degrés Celsius. Et il est alimenté par cette circulation thermaline qu'on a visualisée par cette particule. Et notamment, on voit l'eau froide ici qui plonge de la mer de Labrador et des détroits ici au nord de l'Atlantique. Et on voit aussi l'eau encore plus froide qui plonge autour de l'Antarctique et qui remplit l'océan, les fonds de l'océan, c'est une eau abyssale, et à une température inférieure à 0 Celsius. Ici, quand on la mesure, on trouve des températures inférieures au zéro. Pourquoi? Parce que l'eau, elle est salée, l'eau de l'océan. Donc, la température, on ne dit pas de glaciation, mais de freezing, des congélations, merci. La température des congélations, du fait de la présence des sels, est poussée à moins 1,8 degrés Celsius. Donc l'océan ne pourra jamais être plus froid que moins 1,8 degrés Celsius. Et ici, c'est une visualisation dans les moyennes latitudes, faite à partir du modèle couplé océan-atmosphère, de l'échange d'énergie, des chaleurs, entre l'océan et l'atmosphère. Donc ça, c'est la visualisation de cette chaleur qui est transmise de l'océan et l'atmosphère. Et elle est essentiellement accumulée là où l'océan est chaud, donc sur cette petite courant très étroit qui est le Gulf Stream et tous les tourbillons qui ensuite les composent. Donc, et ça, c'est un échange des chaleurs latentes. Donc, c'est les vents qui viennent du continent américain, il est froid, il est très pauvre en humidité, il passe sur l'océan, il se réchauffe et il capture de la vapeur d'eau. Et avec ça aussi de la chaleur. Et donc, quand il arrive chez nous, en Bretagne, c'est une air plutôt chaude, qui contraste beaucoup avec les régimes qui sont plus rares, des beaux temps, même à Paris, et quand l'air est plus froide, il vient du nord, elle est moins humide, mais beaucoup plus froide, parce qu'elle n'est pas passée sur l'océan. Donc, voilà un exemple d'échange d'énergie et des régulations de l'océan sur notre climat. Et maintenant, se pose la question, donc c'est une composante vraiment très importante de notre système climatique, mais nous la connaissons très mal, même nous scientifiques. Et pourquoi? Parce que l'océan, donc, il est opaque. Donc, déjà, il est très compliqué de les mesurer par satellite. On arrive à faire des choses, donc je vais vous les montrer. Mais donc, il faut y aller avec des instruments, et il faut que ces instruments soient vraiment très précis. J'ai dit, l'océan, il est très froid, essentiellement, et donc toutes différences des températures sont petites pour chercher de voir des courants et des mouvements ou des changements. Et donc, il faut avoir la précision instrumentale pour les mesurer. Et après, il faut aller à des pressions incroyables. Donc, aujourd'hui, on parle beaucoup de Mars, mais aller mesurer l'océan, ça revient un peu au même défi, sauf que ce n'est pas si lointain. Donc, on a cherché tout d'abord de les mesurer par satellite, aussi parce que les mesures satellites servent à alimenter, quand ils sont celles de la température des surfaces de l'océan, alimenter les modèles de prévision météorologique. Donc la condition à la base, à la frontière donc avec l'océan, c'est la température des surfaces de l'océan qui aujourd'hui est mesurée quotidiennement par les satellites. Donc voici la constellation des satellites qui sont en orbite et qui mesurent notre océan. Et ce sont des satellites qui servent aussi à d'autres choses.
Mais donc, il y en a beaucoup, et c'est grâce à ces satellites qu'aujourd'hui, on connaît un peu plus l'océan, et on a surtout des séries temporelles. Il reste des séries temporelles des surfaces, mais au moins, on peut voir comment elles varient en saison, d'une année à l'autre, et même au niveau des changements liés au changement climatique. Donc, voilà ce qu'on peut mesurer par satellite. Donc, la température des surfaces, ça a été la première. Donc, ici, c'est une image. Et on voit, donc on met, il y a un effort aussi fait par des scientifiques de prendre différents capteurs des différents satellites et chercher des données des champs grillés quotidiens à relativement haute résolution pour voir vraiment la finesse des courants, la finesse des structures, les gradients. Donc les différences des températures qui sont très petites et sont elles qui jouent un rôle très important pour l'atmosphère. Et donc vous voyez très bien ici les Gulf Stream avec la dérive à nord-Atlantique. Donc il fait beaucoup plus froid, par exemple à ces latitudes, à l'ouest qu'à l'est, et ça c'est la dérive à nord-Atlantique. Après, on a depuis 2010, et depuis, pour l'Europe, et bon, pour le monde scientifique, c'est depuis 2010, mais ça, c'est donc les satellites américains, mais il y a eu un satellite européen qui a commencé un peu plus tôt. Et donc, ça, c'est une animation des mesures des salinités. Donc, l'océan est salé, mais on ne savait pas mesurer la salinité des surfaces de l'océan par satellite. Donc, ici, normalement, s'il s'anime, il ne s'anime pas, ici. Donc, c'est la salinité à la surface de l'océan. Alors, déjà, vous voyez, dans cette figure, mis à part les cycles saisonniers de la glace et quelques petits mouvements, ce que vous voyez, c'est que l'océan n'est pas salé partout de manière pareille. Donc, ça, on le savait, mais on le savait de manière très, très éparse. Et donc, il est plus salé en Méditerranée parce qu'il y a une forte évaporation, mais il est très salé dans l'océan Atlantique et beaucoup moins salé ailleurs. Et naturellement, il est moins salé proche des pôles parce qu'on a des fontes, des calottes et banquises, mais on a surtout beaucoup de précipitations. Comme on a beaucoup de précipitations aussi sur les rails équatoriales. Donc, on voit, et cette information est très importante parce que ça nous donne aussi des indications sur là où l'eau évapore et là où il y a des précipitations, qui sont des quantités qui sont très compliquées à mesurer localement au niveau instrumental. Donc ça, c'est un proxy aussi une donnée proxy pour quand on les mesure d'un jour à l'autre par rapport à des précipitations et de l'évaporation. Ensuite, on a aussi des mesures de la hauteur de la mer. Et ces mesures existent depuis la fin de l'année 92 et c'est par ces mesures-là qu'on a été capable de reconstituer, par exemple, la vitesse de l'océan à la surface. Donc l'animation que je vous ai montrée avant avec la température était constituée à partir des champs, de la hauteur de la mer, et si on dérive ces champs, on obtient des vitesses de surface de la mer. Et donc ce sont des champs qui nous ont permis énormément d'avancer. Et enfin, c'est un peu plus compliqué parce que les nuages cachent la Terre, donc dans les visibles, mais on a aussi des couleurs, des images de satellites dans les visibles qui nous permettent, par exemple, de chercher d'estimer la chlorophylle en surface. Donc, pour nous, les satellites, au-delà de la prévision météo pour les températures des surfaces, au niveau connaissance, nous donnent énormément. Mais ça reste des observations de la surface de l'océan. On n'arrive pas à rentrer à l'intérieur. Donc, l'océan, comme vous le voyez ici, il est opaque, il est bleu, donc il faut y aller. Donc, normalement, historiquement, on y allait avec des bateaux, on y va encore, c'est très important parce que seulement les mesures à partir des bateaux océanographiques nous permettent d'aller jusqu'au fond de l'océan pour collecter avec énorme précision toutes les variables physiques, donc température, salinité, pression, les variables biogéochimiques et aussi biologiques. Mais une journée des bateaux coûte entre 30 et 35 000 euros par jour. Donc ça coûte très cher et donc en plus l'océan est vaste
Et donc, on ne peut pas en mettre partout tout le temps. C'est important de les maintenir, mais on ne peut pas mesurer cet océan turbulent de manière satisfaisante. Donc, on a commencé à mettre en œuvre des manières un peu plus automatiques d'observer l'océan. Tout d'abord, il y a eu ce qu'on appelle Expandable Bathymegraph. Sont des capteurs de température qui sont lancés appendus en fil de cuivre qui descend dans l'océan. Et à partir d'une certaine profondeur, ces fils de cuivre, bon, à cause du poids, ils se cassent. Et donc, avec cette méthode, pendant plus de 30 ans, on est arrivé à avoir des informations sur l'océan dans les premiers 700 mètres. Et c'est ce type de mesures qui ont permis de voir aussi dans les rapports du GIEC, vous trouverez les références, mais que l'océan a changé en contenu d'énergie depuis les derniers 50 ans. Et donc, mais quand même, il y a un problème. Il y a très peu d'observations dans l'hémisphère sud. Donc, ces mesures ont été montées aussi sur des bateaux marchands. Et donc, c'est pour cela que vous voyez des trajets répétés, parce que ce sont des bateaux marchands qui font les allers-retours entre différents endroits des différents bassins océaniques. Mais il y a encore des trous, surtout dans l'hémisphère sud. Et donc, les scientifiques, ils travaillent aussi à développer de nouvelles méthodologies pour chercher de combler les connaissances. Et donc, on a cherché de trouver une méthode plus fiable. Et une de ces méthodes, ce sont les flotteurs profilants qui sont nés pendant la décennie 90 et qui ont été mis en œuvre à partir des années 2000. S'appelle, le programme international auquel la France participe de manière très importante s'appelle Argo. Donc vous pouvez chercher les mots Argo. Donc peut-être je peux vous faire un email avec tous les sites web où vous pouvez télécharger à la fois les figures et aussi les informations. Donc les flotteurs profilants sont des bouées. Des bouées, donc il existe depuis des années aussi faites pour des questions météorologiques qui mesurent la pression atmosphérique à la surface de la mer, mais qui restent à la surface de l'océan. Ces bouées-là sont un peu plus complexes. Donc tout d'abord, ils sont capables de plonger. On les programme pour qu'ils plongent jusqu'à 1000 mètres, où ils restent pendant 10 jours. Ils sont armés des capteurs. Les premières, celles qui coûtent moins cher, c'est autour entre 12 et 15 000 euros chacune, mesurent la température, la salinité et la pression dans la colonne d'eau. Donc ils restent 10 jours à 1000 mètres et tous les 10 jours, ils plongent à 2000 mètres. Et en remontant vers la surface de l'océan, ils mesurent donc la température, la salinité et la pression, ils font un profil. Ils arrivent à la surface et ils communiquent par antenne via un satellite les données à terre. Et ensuite, ils replongent pendant 10 jours à la profondeur 1000 mètres. Donc voilà leur configuration, donc voilà l'antenne. Ça c'est un profileur, donc par rapport à une taille d'homme, c'est à peu près une taille d'homme. Maintenant on les fait un peu plus petits. Mais donc début année 2000, une couverture globale, parce que donc, comme ils restent à 1000 mètres, ils sont pris par les courants océaniques, et donc ils s'éparpillent, et donc ils nous ont changé la vie. Voilà, en 2003, la distribution de ces flotteurs auxquels les pays les plus riches participent. Et voilà une figure plus récente. Bon, j'aurais pu mettre la figure du mois dernier, mais vous pouvez la regarder. Donc voilà, on cherche de maintenir maintenant un peu plus de 3000 flotteurs, de manière à échantillonner l'océan. Alors, cet réseau des bouées nous a permis déjà d'apprendre quelque chose qui vous semblera élémentaire, c'est les cycles saisonniers dans l'océan. On ne connaissait pas vraiment les cycles saisonniers de l'océan. Donc, comme il varie la température, la salinité et même les courants, parce que quand un flotteur est porté par les courants, on peut chercher de reconstruire ces courants aussi. Donc, rien que les cycles saisonniers, c'était quelque chose qu'on n'avait pas accès avant ce programme. Et aujourd'hui,
on a rempli l'océan presque partout. On n'arrive pas à les remplir de manière, pour l'instant, assez efficace sous la glace des mers. Parce que la glace des mers a cassé les antennes et en plus, la glace des mers, des fois, elle est assez pérenne. Donc, on mettait un flotteur et ces flotteurs n'arrivaient jamais à la surface pour communiquer avec les satellites au centre des données à terre. Et donc, on les perdait, on avait jeté un flotteur pour rien. Donc, vous devez savoir que une des deux centres mondiaux des données est ici en France, à Brest. Il s'appelle Coriolis. Donc, comme on n'échantillonne pas encore bien tout, les océanographes continuent à travailler. Donc, voilà notre rosette, c'est celle qu'on déploie à partir des bateaux et qui vont très loin, donc ils vont jusqu'à l'Antarctique. Ça, c'est les Expandable Bathymetry Thermograph, donc c'est les pistolets qui lancent cette sonde qui était capable d'échantillonner pendant longtemps la température dans les premiers 700 mètres. Donc c'est comme un petit pistolet. Et ensuite, on travaille sur autre chose. On a des planeurs, par exemple. On travaille sur des planeurs qui sont équipés comme des flotteurs. Ils ont des capteurs de température, salinité, oxygène, nitrate aussi, des fluorescences. Et on cherche d'échantillonner, donc tout ce qui est physique à petite échelle, auprès des continents, parce que ces flotteurs, comme ils doivent rester à 1000 mètres, ils n'échantillonnent pas la partie de l'océan qui est proche des côtes. Donc les premiers 1000 mètres sur la pente continentale et sur les plateaux, parce qu'ils n'y vont pas. Donc on a besoin d'autres instruments. Ceux-là sont réponses, mais sont encore un peu compliqués, parce qu'il faut les téléguider un peu. Et surtout, il faut les faire rentrer à port, proche d'un bateau, parce que ceux-là, ils coûtent très cher. Ils coûtent 300 400 000 €. Donc, on ne veut pas les jeter. Donc, en général, on les met à l'eau, mais on veut bien les récupérer. Donc, il faut les piloter, non seulement pour voir quand il y a un problème et aller les sauver, mais aussi pour chercher de les ramener, parce que justement, ils n'ont pas de moteur. Ils utilisent leur flottabilité, mais il faut chercher de les faire revenir au point où on veut les récupérer. Après, on a aussi mis des petits capteurs de température, salinité, pression sur la tête de certains mammifères. Et ça aussi, les Français sont très forts. Alors, ça peut sembler pas très gentil vis-à-vis de l'animal, mais l'animal, il les perd tous les ans, quand il mute. Mais il nous donne les informations que nous n'avons pas via les flotteurs sous la glace des mers. Donc, c'est une base qui devient vraiment très riche. Donc tout ça a changé un peu aussi la vision que nous avons des données. Quand nous y allions avec les bateaux, on faisait une centaine, maximum 150 stations. Donc on calibrait tout ça une à une par les profils. Mais non, les flotteurs Argo, là, c'est quelques millions de profils. On ne peut plus les calibrer un à un. Donc il faut développer des outils pour que la donnée soit bonne. Et aujourd'hui, c'est un problème parce qu'ils font des statistiques, on fait des statistiques, mais quelquefois, on modifie une donnée qui est bonne à cause de la méthode statistique qu'on peut avec des données qui ne sont pas correctes. Donc voilà où nous sommes un peu en développement. Donc je vous ai dit, il faut calibrer aussi les mesures par satellite, température et salinité, parce que ce sont des mesures dérivées, ils ne sont pas mesurées directement, donc il faut voir si elles sont bonnes. Donc on cherche d'avoir des outils qui restent à la surface de l'océan pour chercher vraiment de mesurer les premiers millimètres de l'océan, que c'est ceux qui voient les satellites. Et tandis que quand on met une rosette à l'eau, qui est l'instrument qui est mis par les bateaux, la première mesure, comme celle du flotteur, ou la dernière comme celle du flotteur, est à quelques mètres de profondeur, ce n'est pas vraiment la surface. Donc il y a un peu un décalage entre la mesure satellite qu'on veut valider et celle qu'on observe en situ. Donc on cherche vraiment de travailler avec les ingénieurs pour chercher d'avoir les mesures qu'il nous faut et de manière que les coûts et efficacité soient vraiment optimales. Ces flotteurs Argo, nominalement, au départ, devaient vivre 3 ans, et en effet, ils vivent bien plus longtemps. Donc, on est vraiment très content de ce programme qui
moi, je suis très contente d'être née dans cette ère parce qu'on apprend tous les jours énormément de choses sur lesquelles on fait de la recherche. Donc, alors, je vous ai parlé de ces bilans énergétiques entre l'océan et l'atmosphère, donc cette transformation des chaleurs, des rayonnements solaires en chaleur, mais elle n'est pas instantanée. D'accord ? Cette transformation, elle s'est faite avec un certain temps parce que, donc, une fois que les rayonnements solaires est arrivé dans l'océan, il faut les transformer et on peut les transporter. L'océan les transporte par les Gulf Stream. Ici, c'est une image de la température du Gulf Stream. Et il peut passer un peu de la cryosphère, dans la glace. Bon, bref, il fait un chemin qui peut être très long. Donc, quand tout est à l'équilibre, on ne voit pas vraiment tout ceci parce que si on se place au sommet de l'atmosphère, tout ce qui rentre est égal à ce qui sort. Mais aujourd'hui, on est dans le cadre du changement climatique et cela n'est plus vrai. On a un déséquilibre. Et donc, c'est dans les changements climatiques que je rentre maintenant. Donc, je vais vous montrer des choses que vous connaissez pour refaire un moment les points. Donc, aujourd'hui, ça, c'est l'estimation avant-hier, de quand j'ai envoyé les transparents, du niveau de CO2 dans l'atmosphère. Depuis cette année, on a dépassé les 400 parties par million. Voilà la courbe que vous voyez souvent, donc avec les dernières données. Donc on voit l'augmentation de cette CO2. Donc c'est à Hawaï ici, avec les cycles saisonniers, mais en augmentation. Donc, ça sont les différents taux croissants, donc les tangentes construites à différents moments de cette série temporelle, et on voit que quand même, ça augmente de plus en plus vite. Maintenant, on revoit au moment la courbe des températures globales, telle qu'elle a été reconstruite par différents groupes, à partir de l'ère industrielle, et donc qui s'arrête en 2011, parce que c'est celle reprise de l'IPCC, du dernier rapport, mais on voit un plateau et ensuite une montée. N'importe quel produit on prend. Ici, donc toujours par décennie, les réchauffements, qui est plus important depuis les années 80 par rapport aux années précédentes. Donc ici aussi, trois différents types des produits de température. Et celle-ci est la température des surfaces prise par les produits GIS, donc la série temporelle avec les augmentations très fortes de ces dernières 2 années. Donc 2015 ici, nous sommes presque à la fin de 2016 qui est là. Donc il y a de la variabilité naturelle, il y a des événements El Niño, La Niña, celui-là est un événement El Niño, mais la température augmente. Donc, une vision spatiale de cette augmentation de la température depuis les années 70, toutes les décennies. Voilà l'anomalie des températures. Donc, par rapport depuis 1850. Et donc, on voit que les signaux, ces dernières années, donc on a seulement 5 ans, ils s'amplifient et il n'est pas symétrique. Donc, déjà, il y a une asymétrie nord-sud avec les plus grands réchauffements dans les régions les plus au nord de notre planète, un réchauffement plus intense sur les continents. Donc, ici, c'est la capacité thermique de l'océan qui régule sa température, donc il change moins que les continents. Mais le signal, il est là. Donc, ce n'est pas une opinion, c'est vraiment un fait. Donc, si on reprend une figure qui probablement vous a été montrée par Laurent, donc si on prend la quantité de carbone qui a été mise par l'homme, on arrive à 9,3 gigatonnes par an et 9,3 gigatonnes
par an, et dont une moitié est prise par donc un quart par l'océan et un quart par la biosphère. Et maintenant, on va mettre ensemble l'augmentation des températures globales, donc l'anomalie en moyenne globale, et cette courbe des CO2. Donc, elles sont quand même assez similaires. Ils ont des échelles différentes parce que ce ne sont pas les mêmes unités, mais l'allure, elle est assez semblable. Il y a une certaine corrélation quantitative. Donc maintenant, on va regarder ces bilans énergétiques dont on a parlé. Donc ça, c'est les systèmes climatiques. Aujourd'hui, à cause de cet effet anthropogénique, des effets de serre anthropogéniques, on a augmenté cette partie interne du rayonnement. Et à cause de ça, on a un déséquilibre des 0,8 watts mètre carré d'énergie et qu'on ne retrouve pas. Donc, on sait qu'il y a une énergie, une différence d'énergie entre ce qui rentre et ce qui sort au sommet de l'atmosphère, mais on ne sait pas où se répartit cette énergie, donc 0,9 watts par mètre carré, qu'on ne retrouve pas au sommet de l'atmosphère. Et donc, c'est un des chapitres qui a occupé les scientifiques et qui occupe aujourd'hui les scientifiques parce qu'on ne sait pas où sont passés, parce qu'il est important de savoir où ils sont passés, parce que c'est une fois qu'ils refont surface, ils permettent de comprendre des phénomènes climatiques, dont par exemple des phénomènes extrêmes. Donc voilà la température, les variations cette fois-ci uniquement de l'océan, donc de sa température de surface, avec là aussi une anomalie, mais qui est beaucoup moins importante en amplitude que celle en moyenne globale de notre planète. Donc la température de l'océan en moyenne augmente, elle a changé de 0,8 degrés Celsius. Et voilà, pour vous donner un exemple, vous pouvez accéder à des cartes hebdomadaires, des cartes journalières et même des climatologies, donc annuelles ou mensuelles, des variations des températures de la mer sur les globes. Et là aussi, on s'aperçoit qu'on a des anomalies des températures qui sont essentiellement situées dans l'hémisphère nord. Donc, on a cette problématique, ce système n'est plus à l'équilibre et on a 0,9 watts par mètre carré qui ont disparu et qu'on ne retrouve pas parce qu'on ne les connaît pas bien dans ces systèmes où ils sont passés ces 0,9 watts par mètre carré. Donc voilà pourquoi il est important de connaître l'océan. Je vais vous montrer. On parle d'énergie. Donc l'énergie dans l'océan, on ne la mesure pas avec sa température de surface ni sa température à l'intérieur. C'est qu'on doit mesurer, c'est son énergie. Donc c'est le contenu thermique, qui est la masse de l'océan fois la chaleur spécifique de l'eau fois l'augmentation des températures de l'océan. Donc voilà l'anomalie des contenus thermiques de l'océan mesurée par différents groupes avec aussi une incertitude qui est la courbe hachurée en vert. Et puisqu'on observait très mal l'océan avant et on l'observait mieux aujourd'hui, ces courbes, ils commencent à être en accord entre elles. Mais il y a clairement une tendance, même si notre connaissance de l'océan n'était pas excellente. Donc ça, c'est la courbe qui a été publiée dans les rapports du GIEC, dans les 4e, et montre vraiment que l'énergie de l'océan est en augmentation. Donc on parle des 10 à la 22 joules pour l'océan. Et maintenant, si on compare tout ça à l'atmosphère et autres compartiments climatiques, on trouve que l'océan, je vais vous renvoyer les transparents parce que je pense que je l'ai changé un petit peu à partir de ce que j'avais envoyé. Mais donc cette figure, vous l'avez. Donc l'océan a absorbé plus de 90% de l'énergie, du surplus d'énergie dû à l'activité humaine. Aujourd'hui, dans les cadres du changement climatique, c'est l'océan qui change. Si on n'avait pas eu l'océan, on aurait plus de 20 degrés de différence de température dans notre système climatique.
Donc, il continue à absorber, mais donc il va affecter les écosystèmes, la circulation océanique elle-même, elle va changer, et aussi la quantité d'énergie qu'il échange avec l'atmosphère. Donc, juste pour vous donner une idée, et avec les observations de l'océan qu'on a aujourd'hui, voilà où sont réparties les variations d'énergie océanique. Ils sont essentiellement dans les premiers 300 mètres de l'océan et dans les tropiques. Mais maintenant, ils commencent à descendre profond. Et ils descendent profond là où ils peuvent descendre profond, c'est-à-dire là où l'océan profond communique avec l'atmosphère, donc dans les régions polaires. Donc, il y a naturellement encore de l'incertitude, mais cette incertitude qui est représentée ici, elle diminue avec le temps parce qu'on observe de mieux en mieux. Et donc, tous les restes des compartiments climatiques sont là. Donc, c'est l'océan qui change et c'est l'océan aussi profond qui commence à changer. Alors, une des premières conséquences de tout ça, ça a été l'intensification, qu'on évalue encore mal, hein, mais l'intensification du cycle hydrologique. Donc, les cycles hydrologiques, il y a toujours autant d'eau qui précipite et évapore, mais il est beaucoup plus intense. Donc, il y a plus d'eau qui évapore et plus d'eau qui précipite. Et accompagné à ça, il y a aussi beaucoup plus d'échange de chaleur entre les deux fluides, via la chaleur latente. Là, je vais parler des conséquences du réchauffement climatique qui sont liées à cette différence dans l'océan. Donc, ici, c'est la masse des glaces des calottes polaires. Donc, on parle de la calotte au Groenland, on parle de des calottes qui sont en Antarctique. Donc, voilà leur courbe en termes de masse. Donc, ça, c'est l'Antarctique, ça, c'est les Groenland, et ça, c'est la somme des deux. Donc, la masse de ces deux pôles des calottes glaciaires est en train de diminuer. Les Groenland plus vite que l'Antarctique, mais aussi l'Antarctique a commencé à diminuer. Et donc, comme c'est très compliqué de mesurer les calottes, parce que ce sont difficiles d'accès, il y a beaucoup de phénomènes qui peuvent interagir, qu'on connaît encore très mal, mais ces calottes, ils baignent dans l'océan. Donc la calotte glaciaire, elle n'arrive pas jusqu'à la Terre, elle déborde de la Terre, elle va dans l'océan. Et l'océan, il est plus chaud. En Antarctique, l'océan proche du continent arctique, en subsurface, là où ces calottes glaciaires arrivent dans l'eau, il est à plus de 0 degrés Celsius. Idem autour du Groenland. Et donc, c'est la calotte qui fait fondre, l'océan qui fait fondre la base de la calotte qui arrive dans l'océan. Et ceci contribue à accélérer la descente des calottes vers la mer, parce qu'ils ne sont pas fixes, mais ils ont un mouvement fluide, lent, mais fluide. Et donc, semble que soit l'océan, ces réchauffements océaniques, qui est responsable de l'accélération vers la mer et donc vers la fonte de ces calottes glaciaires, même si la quantité de neige augmente au centre de ces calottes. Naturellement, vous êtes au courant que la banquise arctique elle est en train de diminuer, année après année. Donc voilà une carte. Et là aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a la dérive nord-atlantique qui rentre en Arctique. La dérive donc, amène de l'eau qui est relativement chaude par rapport à de l'eau arctique. Et cette eau circule à l'intérieur de l'Arctique et il interagit avec la banquise. Donc une eau plus chaude amène plus de chaleur en Arctique et aussi participe à cette fonte de la banquise. La fonte de la banquise est quelque chose d'important parce que la banquise, c'est comme un miroir. Il fait si que les rayonnements solaires incidents soient complètement réfléchis, là où il y a la banquise, vers l'espace. S'il y a plus cet effet miroir, il y aura plus de rayonnements solaires qui rentrent dans notre système climatique
et donc plus d'énergie qui va rentrer dans notre système pour être transformée en chaleur, interagir avec les gaz à effet de serre, etc. Donc c'est une rétroaction positive. Donc en termes des glaces continentales, elles fondent aussi, mais bon, ça c'est pas l'océan, mais elles fondent. Donc voilà les glaciers donc, du Rhône. Et donc là, on carte des variations. Donc là où c'est bleu, où ça veut dire que ça fond rapidement dans les régions à Groenland et Antarctique. Donc ici, il y a une fonte qui est un peu, une diminution qui est un peu partout autour du continent. Donc voilà, donc c'est important de dire qu'entre il y a eu une accélération, que ce soit pour les Groenland et l'Antarctique, entre la décennie 90 et la décennie passée, avec une augmentation nette pour la décennie passée. Et donc ici, je vous ai mis un petit schéma pour expliquer cet impact de l'océan sur la calotte glaciaire qui arrive dans l'océan et qui est brisée. Donc est fondue par cette eau chaude, parce qu'elle est plus chaude que 0 degrés Celsius, autour des calottes glaciaires arctiques et antarctiques. Donc ici une autre carte qui vous montre les régions en rouge, cette fois-ci, sont celles où il y a une accélération forte des écoulements vers la mer. Donc il y a une augmentation là où c'est rouge. Donc ça, c'est un papier sur Nature en 2011. Avec une évaluation donc en 2014, plus quantitative de ces accélérations et de la contribution des différentes régions des calottes glaciaires antarctiques. Et avec un schéma aussi qui les explique. Donc, l'Arctique, on l'a montré avant, l'Antarctique, on l'a démontré dernièrement, mais c'est l'océan qui est en cause aussi là. Alors, glace continentale et calotte glaciaire qui fondent, les niveaux de la mer augmentent. Donc, je vais parler juste quelques mots sur l'exposé qui devait être celui d'Annie. Donc, une des conséquences des réchauffements climatiques, de la fonte des glaciers, c'est l'augmentation de la mer. Donc ici, c'est une reconstruction de ce niveau de la mer durant les derniers 300 ans à partir des données historiques, des tide gauge, c'est des marégraphes. Et donc voilà les marégraphes modernes et ensuite l'époque hodierne qui est par les satellites qui mesurent les niveaux de la mer, on peut avoir accès aussi au niveau de la mer, aux variations des niveaux de la mer. Donc voilà les zooms pour cette dernière vingtaine d'années. Et donc en tout, depuis 300 ans, le niveau de la mer a changé de plus de 20 cm. Et aujourd'hui, donc, il semble s'accélérer. Au XXe siècle, l'augmentation était de 1,7 plus ou moins 0,3 mm par an. Et aujourd'hui, elle est de 3,2 plus ou moins 0,4 mm par an. Donc, il y a de l'incertitude dans les données des marégraphes, moins dans les données satellites, mais quand même, la pente semblait être là. Donc, on a une accélération de cette augmentation des niveaux de la mer, mais cette accélération et cette augmentation des niveaux de la mer n'est pas due uniquement par la fonte des glaciers, c'est-à-dire d'un volume d'eau qui s'ajoute à celle de l'océan. Alors, voilà à quoi sont dues l'augmentation ou les variations en général du niveau de la mer. Alors, il y a la fonte des glaces continentales. Il y a aussi la diminution du stock d'eau sur les continents, parce qu'on consomme et on pêche beaucoup plus d'eau en profondeur qu'auparavant, et après on la rejette dans les fleuves, etc., ils vont à la mer. Et ensuite, il y a aussi le réchauffement de l'océan. L'océan, c'est un fluide qui est presque incompréhensible, mais au fond, il est un peu compressible.
Et donc, il est capable de se dilater. On augmente sa température, il se dilate. Et donc, c'est cette dilatation thermique qui aussi participe à l'augmentation des niveaux de la mer. Et on a effectué, donc le groupe d'ANI a effectué des évaluations. Et donc, voilà la part des différentes parties. Donc, les réchauffements de l'océan comptent pour 35% à aujourd'hui. Donc, c'est 1,1 mm par an. La fonte des glaces, plus pour presque la moitié, 45%, avec les glaciers continentaux et les calottes. Et les pompages des eaux dans les nappes phréatiques, 10%. Et donc, après, il y a une autre variation qui est due à les rétentions d'eau sur les continents, due à la création aux phénomènes naturels. Alors, si on traduit cette variation des niveaux de la mer qui sont dus à des processus de fusion, des fusions de la glace ou d'expansion en chaleur de l'océan, voilà qu'est-ce qu'il veut en énergie. Donc, on a pour la fonte de la glace, c'est uniquement 0,01 watts par mètre carré. Le réchauffement de l'océan, c'est des 0,72, plus ou moins 0,5 watts par mètre carré. Et l'atmosphère, plus les continents, plus la banquise, c'est 0,02 watts par mètre carré. Donc, à nouveau, la partie réchauffement de l'océan, c'est là où l'énergie manquante semble aller. Donc l'océan bouge lentement, transporte la chaleur lentement d'un endroit à l'autre, la digère en profondeur. Donc c'est lui qui retarde un réchauffement encore plus important au niveau de notre système climatique. Voilà la traduction en énergie de l'effet de l'océan. Naturellement, on a beaucoup d'incertitudes parce qu'on les mesure encore mal. Même si on a mis des flotteurs Argo à l'eau, ils mesurent que les premiers 2000 mètres de l'océan, ils ne vont pas vraiment près des continents. Donc on a encore énormément d'incertitudes, mais c'est là qui semble aller cette surplus d'énergie qu'on n'arrive pas à trouver dans les systèmes climatiques. Ça fait plus d'une heure que je vous parle, peut-être je m'arrête ici. 5. Bah, justement, si, je sais pas, donc, si on regarde les futurs, donc voici donc, les scénarios qui ont été utilisés en termes de carbone et donc réponse en température pour les pires scénarios qui est les rouges, RCP 8,5, ou les plus optimistes qu'on a déjà laissés derrière depuis longtemps, qui est les 2,6, donc celui-là. Même celui-là qui était optimiste, on l'a déjà abandonné parce qu'on est déjà sur plus haut que cette courbe. Donc, à la fin du siècle, qu'est-ce qui se passera? Bon, il y aura, selon ces modèles qui ont encore énormément d'incertitudes parce qu'ils ne sont pas capables, sont une représentation de la réalité. Donc, en moyenne, ils représentent les choses bien, mais quand on va voir les processus fins, ce n'est pas exactement ça. Mais bon, il semblait dire que la banquise, il n'y en aura plus. Et les niveaux de la mer qui servent quand même à préserver la société qui est de plus en plus rivée à côté de la mer. Mais voilà, on attend une élévation à la fin du siècle qui est des 50 à 100 cm avec une médiane qui est des 70 cm. Ça, c'est un effet moyen. Mais à ça, localement, après, il faut compter la marée, l'effet aussi d'accumulation d'eau locale dû au vent qui souffle vers la côte et qui amène de l'eau. Et donc, localement, il faudra aller au-delà de ces 100 cm. Il faut se protéger. Et selon moi, la question est, est-ce qu'il faut construire des barrages, des digues, les construire et reconstruire, ou il faut simplement éloigner la population de ces niveaux de la mer bas vers des régions plus à l'intérieur des côtes. Voilà. Donc, en termes
des hausses moyennes. Il y a naturellement une distribution spatiale, mais elle est pratiquement vraie partout. Donc ici, on tient compte aussi de l'isostasie pour ce qu'on peut la modéliser et connaître à partir des mesures de gravimétrie. Et donc, quand même, la montée en moyenne des 75 cm, elle est un peu partout. Et peut-être il faut vivre au Groenland si on veut rester sur l'eau. Et après, il y a la question des événements extrêmes. Donc aujourd'hui, on n'essaie pas vraiment d'attribuer au changement climatique les événements extrêmes, mais c'est vraiment une question scientifique sur laquelle on tâche maintenant de s'y mettre ensemble. Donc nous, océanographes, on travaille de façon interdisciplinaire avec les autres scientifiques du climat, donc les atmosphériciens, les chimistes de l'atmosphère, les chimistes de l'océan, les biologistes, etc. Et c'est un gros défi. Donc voilà les courbes de la variation du niveau de la mer, avec la médiane qui est 0,74 mètres, donc 74 cm, pour un scénario les pires. Mais il y a cette courbe qui représente les événements plus intenses, plus fortes que cette médiane. Et ça dépendra vraiment si les calottes glaciaires vont fondre rapidement ou non. Donc la question que ces modèles ont du mal à résoudre parce qu'ils n'ont pas les processus qu'il faut et la résolution, mais en vérité, ça dépendra vraiment de la vitesse des fontes de ces calottes. Donc ce que vous devez retenir, c'est que l'océan est vraiment la composante du système climatique qui nous protège du changement, mais qui change énormément. Et donc là aussi, en termes d'aquaculture, par exemple, les écosystèmes, sans parler de l'acidification, que c'est un autre problème, la pêche, les aquacultures, ils ressentent déjà des phénomènes liés à ces variations de température dans l'océan. La barrière coralline aussi. Donc, les tropiques qui sont en train de se réchauffer, la barrière coralline, elle est très sensible aux variations des températures. Donc, il y a des chances qu'elle soit en fort danger. Donc, plus de 90% de l'énergie due à l'action, au surplus d'énergie due à l'action humaine, il est stocké dans l'océan, grâce à Dieu, parce que sinon aujourd'hui, ce serait déjà très différent. Voilà. Merci beaucoup. J'ai une petite question concernant les différentes proportions que l'océan, enfin pour l'augmentation du niveau de l'océan, quelles sont les différentes proportions entre la fonte des calottes, l'augmentation du volume? Est-ce que avec la cinétique, on peut se retrouver avec des inversions, vu qu'il y a une augmentation des précipitations au niveau des calottes, il y aura une intensification des précipitations peut-être. Donc il y aura peut-être un déséquilibre au niveau de la fonte de la cinétique des glaces qui va peut-être aller encore plus vite sur les calottes. Je ne sais pas exactement. Alors ça, c'est vraiment une question de recherche. Il y a des groupes qui sont en train de chercher d'évaluer avec des modèles et des observations pour chercher de comprendre cette rhéologie, cette thermodynamique et cinétique des calottes glaciaires. Mais pour l'instant, ça fait partie des choses qui ne sont pas modélisables dans les modèles climatiques parce qu'on n'a pas encore une idée complète des processus qui sont en jeu, parce que ce sont des processus locaux qui font partie de la rhéologie, de la physique de la glace. On a des inconnus sur les précipitations. Pour l'instant, on voit qu'ils augmentent, mais on ne sait pas comment ils vont se répartir. On ne sait pas si... On ne sait pas. Pour aujourd'hui, c'est la partie accumulation neige et descente fonte est plus importante, la descente fonte, que l'accumulation. Mais les précipitations sont une des champs les plus mal prévus déjà dans les modèles météo. Vous imaginez même pas au niveau des modèles climatiques. Donc, ce sont des questions, des recherches ouvertes. Donc, on n'a pas vraiment une idée comment cette figure va évoluer dans le futur. Cette figure-là, parce que
Si on regarde le réchauffement climatique et la fonte des glaces, on augmente le niveau moyen, mais si on prend le pompage des eaux, qu'est-ce que dans les nappes phréatiques, ça signifie des effets locaux ou c'est l'abaissement dans certaines zones parce qu'on pompe et à ce moment-là, est-ce qu'on joue sur le niveau marin global ou est-ce qu'on affaisse finalement des régions continentales, quelques régions continentales? Alors, je pense que ça, c'est l'eau qui est vraiment pompée dans les sous-sols et qui est remise dans l'océan. Donc, c'est vraiment un transfert d'eau. Ce n'est pas l'affaissement local dû au fait qu'on pompe localement. Ça, c'est vraiment un volume d'eau qui est restitué. Un volume d'eau qu'on restitue alors par... D'accord. Oui, vous nous avez montré tout à l'heure une carte où étaient indiquées les mesures de salinité de surface par vision satellite. Ça montrait des salinités assez faibles dans les hautes latitudes. Or, un des mécanismes de formation des eaux sous-marines de la circulation thermohaline. Thermohaline, ouais, repose sur l'augmentation de salinité. Donc, je ne comprends pas. Alors, je reviens à cette figure parce que c'est... Si vous regardez ici, l'océan Atlantique, il est plus salé que les autres océans. Et c'est cet effet des salinités, justement, que vous voyez. Et vous voyez aussi qu'avec ces courants des dérives nord-atlantiques, on amène aussi du sel en Arctique. Donc, effectivement, l'eau en Arctique et en Atlantique Nord en général est déjà très dense parce qu'il contient beaucoup de sel. Et ça montre ces différences ici par rapport, par exemple, au Pacifique Nord. Au Pacifique Nord, on n'a pas de plongée d'eau profonde parce qu'il n'est pas salé. Il est très peu salé en surface. Et donc, c'est parce que l'océan Atlantique, il peut rentrer en Arctique, il est salé, qu'une fois qu'il est refroidi, il devient très très lourd parce qu'il contient du sel. Et donc, c'est la différence Pacifique Nord, Atlantique Nord. Après, ici, il y a d'autres phénomènes qui jouent. Et effectivement, autour de l'Antarctique, l'eau n'est pas si salée, mais les interactions atmosphère-océan sont encore plus puissantes parce que d'une part, vous avez une atmosphère et un océan qui font les tours de la planète, donc ils ne sont jamais à l'abri, ils sont tout le temps en forte interaction. Et après, ici, on a, au contraire de l'Arctique, on a un continent assis sur les pôles où les températures sont très froides et il y a des masses d'air qui sont très, très pauvres en humidité et sont très denses, très froides. Donc, ils descendent ces reliefs comme une cascade. Ce sont des vents catabatiques. Et donc, ces vents catabatiques, ils poussent la glace des mers continuellement et donc ils créent des espèces de grands trous qu'on appelle polynia, où l'océan est continuellement en interaction avec cette atmosphère très pauvre en vapeur d'eau et très froide quand l'océan n'est pas plus froid que moins 1,8 degrés. Et donc, il continue à être refroidi de manière très efficace. Et donc, parce qu'il est très très froid, il plonge jusqu'aux abysses. Alors, il faut aussi savoir qu'ici, dans les régions polaires, la différence entre l'eau qui est en profondeur et l'eau en surface est moindre, très peu différente. Les températures sont presque homogènes. Il y a un peu plus chaud vers la surface par rapport aux moyennes et basses latitudes où il y a les eaux chaudes stratifiées. Donc, il y a une forte stratification dans ces régions-là. Donc, il suffit juste un peu plus de poids, un peu plus de densité pour la masse d'eau plonger vraiment très profonde. Dans les publications scientifiques, effectivement, on trouve systématiquement, ou en tout cas très souvent, les barres d'erreur, les incertitudes. Et là, dans le discours qui en découle parfois dans l'enseignement, par exemple, ces barres d'erreur parfois disparaissent. Et je vous remercie parce qu'en fait, dans vos documents, vous nous donnez toutes les barres d'erreur et ça donne de la solidité aux propos. Et je crois que je ne voulais pas poser une question, mais simplement faire cette remarque, quoi. Oui, merci. Mais si vous prenez les rapports du GIEC,
qui évolue pour donc la société, pour les politiques, il contient tous ces barres d'erreur. Donc c'est un effort qui a été fait aussi au niveau du langage. Ils utilisent un langage pour ces barres d'erreur qui est compréhensible pour des gens qui n'ont jamais vu des barres d'erreur. Donc je pense que si vous voulez prendre dans vos cours, et il faudrait qu'ils les prennent aussi les éditeurs des figures, des travaux scientifiques, dont les résumés, les évaluations du GIEC, ils sont libre service, toutes les figures elles sont téléchargeables. Donc voilà. Et aujourd'hui, il y a eu aussi un grand effort pour les observations, parce que normalement, quand on partait faire une campagne en mer, on tenait nos données pendant 10 ans, on ne les partageait pas, on les montrait à personne pour publier dessus. Aujourd'hui, toutes ces données sont récoltées, aussi celles des campagnes, et mises à disposition de tout le monde, en sachant que les données, quand même, il faut les calibrer. Donc, il y a la donnée en temps réel et la donnée en temps. Donc, il y a 6 mois de décalage pour avoir la vraie donnée scientifique validée. Mais ils sont disponibles à tout le monde, pour tout le monde. Une dernière question. J'avais une dernière question concernant cette fois-ci les fluides qui étaient stratifiés dans votre diapo et avec l'interaction avec la géologie de surface de l'océan en bas, sur le plancher. Est-ce que parce qu'il y a une grosse barrière qui s'effectue au niveau de l'océan Antarctique, et y a-t-il une activité géologique intense qui pourrait éventuellement réduire ou annihiler cette barrière afin que la circulation profonde puisse continuer vers le nord? Je ne sais pas. Pour l'instant, je pense que les fluides, ils subissent la topographie. Donc les fluides dans l'océan, il a tendance à contourner les topographies et il y va dessus quand il est vraiment obligé d'aller dessus. Donc notre océan, il y a beaucoup de choses. Par exemple, pourquoi les Gulf Stream, il part à ces latitudes-là vers l'océan intérieur? C'est une question liée à l'interaction entre les fluides et la topographie. Donc la pente continentale, la côte, etc. Et effectivement, ici, l'eau des abysses qui provient de l'Antarctique en profondeur, il ne peut pas aller vers le nord où elle veut, parce qu'elle est contrainte, elle est contenue par ces récipients qui sont définis par ces dorsales. Ils peuvent éroder, mais je pense que ça met beaucoup de temps. Donc voilà. Donc je pense que sur une vie humaine, non. Bon, écoutez, merci beaucoup. Merci d'avoir rappelé tous ces... On va passer à la conférence.